Bonjour à tous, c'est Timothée d'Apprendre le scénario. Dans cette vidéo, on va parler des archétypes. Les archétypes, vous en avez entendu parler lorsque vous étiez certainement au collège. On va revoir quelle est l'utilité de ceci dans l'écriture d'un scénario et ce que vous pouvez peut-être en faire et quelles pistes pourraient vous aider dans votre écriture. Dans son livre Écrire pour le cinéma et la télévision, Olivier Cotte définit l'archétype de cette manière. La mythologie, en particulier celle gréco-latine, regorge d'archétypes. Ces personnalités sont établies d'après un ensemble de caractéristiques définissant leur manière d'être et d'agir, leur relation avec les autres. Elles nous parlent, on les reconnaît rapidement car ces archétypes appartiennent à notre culture, même pour le spectateur n'ayant pas la connaissance particulière en mythologie. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un archétype, finalement, est un personnage qui pourrait s'apparenter à d'autres personnages dans d'autres récits. Ce serait un profil de personnage qu'on pourrait définir comme récurrent. C'est le cas par exemple de Obi-Wan ou Dumbledore. Voilà, il y a toujours des personnages. Le mentor est un personnage iconique, le héros l'est d'autant plus. On va venir à tout ça par la suite. Finalement, un archétype, moi, je le vois comme la continuité d'un personnage qui ne fait qu'évoluer à travers l'histoire. Et c'est des traits de caractère qui vont être définis sur ces personnages qui sont racontés depuis l'Antiquité. C'est très intéressant, c'est-à-dire que on peut se dire que Sangoku ressemble à Luke Skywalker et ressemble à, je sais pas, Ulysse. On peut se dire que le personnage dans One Piece, Luffy, ressemble énormément au personnage d'Ulysse voilà, dans ses aventures. Les archétypes, ça va vous permettre, vous, en tant qu'auteur, d'utiliser des traits de personnages qui sont facilement reconnaissables. Enrichir tes personnages dans leur fonction et dans leur rôle. Ça, c'est intéressant, on va y venir un petit peu plus tard. Comme vous le savez, on a souvent parlé du mythe, du monomythe de Campbell, hein, le héros aux mille visages. Et lui, dans son livre, il définit, je pense, les archétypes de manière peut-être encore plus juste et plus moderne, en disant que d'un point de vue dramatique, les archétypes vont faire avancer l'intrigue. C'est-à-dire que ça va être des personnages qui vont avoir une valeur de, comment dire, comme un ressort pour l'histoire, pour la faire avancer. Il va y en avoir qui vont être en confrontation, d'autres qui vont aider, mais on va avoir une valeur dramatique dans la manière dont l'archétype va faire évoluer le drame. On va aussi avoir une valeur psychologique. C'est comment, d'un point de vue du personnage principal, l'archétype que va rencontrer le personnage principal va pousser la transformation du héros d'un point de vue psychologique. C'est-à-dire qu'on va avoir d'un côté le point de vue chez Campbell de l'intrigue, donc du drame, comment se déroule l'action, et peut-être que l'arrivée d'un personnage va faire évoluer l'intrigue, mais aussi d'un point de vue psychologique, donc dans le voyage interne du héros, on va avoir une forte valence en émotion et en transformation. Bon, là, on a fait vraiment une synthèse finalement de ce que sont les archétypes, mais je pense qu'il est plus intéressant de voir une liste d'archétypes que d'en définir les contours plus longuement. Quels sont les archétypes principaux? On l'a déjà vu, le héros, ça c'est le personnage principal d'une histoire, et son but c'est de sauver le monde de la menace et de résoudre le problème que pose l'intrigue. Donc ça, pour l'instant, rien de bien nouveau. Le héros est un être imparfait en poursuivant sa quête, et en se confrontant à des obstacles, il apprend sur lui-même et en ressort grandi. Ça c'est très important. C'est qu'on a effectivement d'un point de vue dramatique, son objectif c'est de sauver le monde de la menace et résoudre le problème que pose l'intrigue, et on a aussi d'un point de vue psychologique quel est son champ transformationnel. En poursuivant sa quête et en confrontant à des obstacles, là on arrive au psychologique, il apprend sur lui-même et en ressort grandi. Le messager, il appelle le héros à l'aventure. Il est souvent porteur de l'incident déclencheur. Le messager demande au héros de s'engager dans l'intrigue. Il vient provoquer le changement nécessaire du héros, c'est-à-dire le basculement du monde ordinaire au monde magique, par exemple dans Harry Potter. On a le personnage de Hagrid qui va venir dire à Harry, bon, tu me suis ou pas à Poudlard, et qui vient apporter la lettre d'admission à Poudlard à Harry Potter. On a le personnage, qu'est-ce que je pourrais vous dire comme personnage de messager? Il y en a des tonnes, hein. C'est souvent celui qui apporte l'incident déclencheur et qui fait basculer, voilà, l'histoire. Donc on se rappelle, on a d'un côté le côté dramatique,
Le messager vient donner l'incident déclencheur au héros, donc c'est lui qui vient provoquer l'action, et c'est celui d'un point de vue psychologique qui, quant au personnage principal, va le forcer à s'engager dans une transformation irrémédiable du point de vue de sa psyché. Le mentor, là encore, on a un personnage, enfin du moins un archétype très très commun et très connu. C'est celui qui est lui-même un ancien héros. C'est le cas par exemple d'Obi-Wan Kenobi ou de Dumbledore. Il enseigne au héros et il lui donne la clé de sa réussite. Donc on a d'un point de vue dramatique un personnage qui va soulever le héros, c'est-à-dire que dans les moments de difficulté il va être là pour le soulever, mais pas seulement. D'un point de vue psychologique, c'est souvent avec le mentor qu'il va y avoir une discussion profonde qui va permettre un échange et une verbalisation du problème interne que rencontre le héros. Et c'est souvent le mentor qui donne la clé de la réussite, on va dire, de la réussite du héros. On va voir en fait un personnage finalement qui, sous le masque d'un vieux barbu, est souvent une forme de psychologue pour le héros, c'est-à-dire que le héros va échanger avec lui et se livrer intimement pour comprendre le bug qu'il a dans le cerveau, qu'il n'arrive pas à finalement résoudre par lui-même, et le mentor va être celui qui va donner la phrase, c'est souvent la phrase qui va résonner dans la tête au dernier moment et qui permet ce shift dans la tête du héros. Le gardien de seuil. Lorsque le héros entre dans le monde extraordinaire de l'acte 2, il fait face à un premier obstacle. Ce seuil est défendu par un méchant, c'est le gardien de seuil. Son rôle, c'est d'empêcher le héros d'entrer dans le monde extraordinaire. Le gardien de seuil pousse le héros à prouver sa valeur. Il marque ainsi une première étape dans sa transformation. Sa fonction, c'est de tester la détermination du héros. Alors là, il ne faut pas confondre, le gardien de seuil, c'est pas le méchant final, ça va être le premier ennemi que va croiser sur son chemin le héros. Ce gardien de seuil, il s'appelle comme ça parce qu'on reste quand même dans un langage qui est très proche du voyage du héros. On reste dans un langage qui est très mythologique et sur une structure de pensée et d'analyse d'un récit qui reste assez ancienne. C'est difficile aujourd'hui de pouvoir le cibler sur des récits modernes, mais je pense que d'un point de vue culturel et de comprendre l'affiliation que peut avoir la structure des histoires aujourd'hui avec cette ancienne façon d'analyser les récits, c'est toujours intéressant. Donc pour revenir au gardien de seuil, c'est souvent un méchant mais de moindre envergure, mais qui est quand même relativement fort. Je pense à Harry Potter 1, on a un troll. Dans le Seigneur des Anneaux, avant d'affronter le grand méchant, on a cette espèce de monstres en feu, je ne sais quoi, avec une forme de fouet en feu qui va prendre Gandalf au héros. Je ne sais pas comment il s'appelle ce personnage, aucune idée. Mais quand bien même, le gardien de seuil a une fonction principale, c'est qu'il teste la détermination du héros. Parce que souvent, quand le héros se lance dans l'acte 2, dans l'aventure, il est un peu hésitant. C'est-à-dire qu'il se lance en se disant, bon, j'ai pas le choix. Souvent, on le met face à une obligation de se lancer dans l'aventure, mais on ne sait pas trop s'il a vraiment envie de réussir l'aventure ou non. Et bien là, avec le gardien de seuil, on a la possibilité de montrer que le héros a vraiment envie de changer et de tester sa détermination avec un adversaire de moindre envergure. Le personnage protéiforme maintenant. Le personnage protéiforme, il vient susciter le doute chez le héros. Il change d'apparence, il est bon ou mauvais, et parfois même les deux. Sa fonction, c'est de forcer le héros à remettre en question ses certitudes et bousculer une nouvelle fois ses croyances. Il trahit le héros à un moment. Donc on a un personnage qui peut être gentil et méchant. Et je pense qu'il y a plus une valeur, disons, morale. Souvent dans des histoires, chaque personnage a un ensemble de valeurs. Chacun croit, le méchant et le gentil, disons, sont des jugements assez binaires. Parce qu'en réalité, les deux personnages veulent plus ou moins la même chose. Ils n'ont juste pas la même conclusion et la même analyse de la vie, et leur comportement diffère en ce point-là. Le personnage protéiforme, il va se situer entre les deux. Il va être quelque part une forme de messager de valeur pour remettre en question la vision peut-être naïve du héros. C'est-à-dire, si un personnage qui est un gentil dit lui il est méchant, disons que le personnage protéiforme va être entre les deux, c'est-à-dire qu'il n'est ni gentil ni méchant, mais il va dire je pense que ta vision de qui est gentil, qui est méchant est assez naïve. Et voilà, je grossis les traits, mais c'est le personnage qui va permettre de faire remettre en question de manière peut-être plus cynique la vision du héros, de sa lutte, de ses principes et de sa façon d'agir. Venons-en maintenant à l'ombre. L'ombre, c'est l'adversaire principal du héros, ce qu'on pourrait appeler grossièrement le méchant.
C'est le grand méchant qui force le héros à se dépasser. C'est celui qui vient à l'encontre du héros dans ses objectifs. Il incarne le côté obscur du héros. Moi j'aime bien l'idée de pas forcément le penser de cette manière-là, mais plus de voir une forme de yin-yang, vous savez, ce symbole avec du noir et du blanc, mais de chaque côté. C'est-à-dire que souvent l'ombre est la version, disons, miroir du héros. C'est souvent un personnage qui a les mêmes objectifs. On pense à Charles Xavier et à Magneto, qui finalement ont la même vision, mais de manière différente. On pense à Grindelwald dans Les Crimes de Grindelwald et Dumbledore, qui veulent la même chose, mais de manière différente. Donc, l'ombre, je pense que c'est intéressant de le voir comme un personnage qui ressemble au héros, mais qui diffère du héros sur un système de valeurs. Mais ça peut permettre justement toute la richesse de l'ombre, disons, c'est de venir faire remettre en question de manière acharnée la vision peut-être naïve du héros quant à la réalité qui l'entoure. C'est celui qui va appuyer à plusieurs reprises et sans relâche sur les failles du héros. Maintenant, on en vient à un personnage peut-être moins intéressant. Ça va être le trickster, c'est la partie comique d'une histoire. C'est celui qui va alléger par moments le film et la tension dramatique, ce qui ne veut pas dire qu'il n'a pas d'intérêt dans l'histoire, hein. Il va permettre de dédramatiser l'action quand il y a eu un moment de grosse pression, mais aussi il va permettre des informations assez intéressantes pour le héros, hein. Il a quand même une vraie fonction. C'est juste un emblème, disons, qui permet ce petit grain d'humour dans l'histoire. Là, en pensant justement au trickster, je me dis c'est compliqué parce que certains personnages ont la valeur de trickster, mais aussi la valeur de messager. Je pense par exemple à Dobby dans Harry Potter et la chambre. Non, pas la chambre. La chambre, comment ça s'appelle? Harry Potter. Le deuxième, bref, la chambre des secrets, voilà, je m'en souviens. Le personnage de Dobby est à la fois un trickster parce qu'il est très amusant tout au long du récit, mais c'est aussi celui qui vient apporter un message au héros. Donc voilà, on peut avoir des personnages qui peuvent avoir des doubles valeurs. C'est ça qui est assez intéressant, c'est de pas vraiment de connaître les codes et en fait toute l'historique de la façon dont on raconte des histoires depuis très longtemps pour en jouer. Il ne s'agit pas de se dire, comment dire, je vais copier tel ou tel modèle, mais justement comprendre d'où viennent nos modèles de façon de raconter des histoires et en jouer. Et c'est pour ça que je vous invite à mélanger les archétypes et pas de rester trop carré sur les archétypes, mais de comprendre et de pouvoir analyser les récits d'une autre manière. Je pense que les archétypes aujourd'hui, c'est quelque chose d'intéressant d'un point de vue culturel et analytique, mais qui n'est pas forcément si intéressant que ça dans la façon dont vous allez écrire une histoire, parce que je pense que on peut dire que la structure, c'est-à-dire les nœuds dramatiques, la façon dont on agence une histoire est assez floue pour l'ensemble des gens qui regardent des films, c'est assez caché, c'est très important d'en faire des déclics, mais je pense que les archétypes, quelque part, on a tous intégré d'une manière ou d'une autre ces archétypes dans notre tête parce que c'est quand même très habituel et on a vraiment l'habitude. C'est comme le héros et la transformation, c'est quelque chose qu'on a l'habitude de voir dans à peu près tous les récits. Donc inconsciemment, on l'a déjà intégré. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle n'était pas trop dense ou trop complexe. Et on se dit à tout de suite dans la prochaine vidéo.